Monsieur Yves Dossou, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le coordonnateur général donc de la SADD, Solidarité et Action pour le développement durable. Alors, présentez-nous SADD. Est-ce une ONG? Est-ce un mouvement syndical? Bien, merci. En fait, Solidarité et Action pour le développement durable est une association d'éducation à la citoyenneté et de défense des droits de l'homme. Donc, nos actions sont plus axées sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est pour ça que vous nous voyez plus impliqués sur les questions des travailleurs, les conditions de travail et de vie des travailleurs. Donc, beaucoup de collaboration avec les syndicats. Ce qui fait que parfois, il y a cette confusion de dire, mais est-ce que SADD est une organisation syndicale? Voilà. Et c'est bien clair maintenant dans l'esprit des uns et des autres. Il y a quelques jours, vous étiez attardé sur la situation des enseignants laïcs dans le confessionnel. Alors, est-ce que, entre-temps, leur situation était plus ou moins en berne ou ternie par quelques malaises dans ce monde-là, et voilà pourquoi vous avez voulu aider les travailleurs dans ce secteur pour que leurs conditions soient améliorées. Oui, merci. Bon, c'est un cas particulier dans notre pays, et parfois nous sommes tentés de dire que les conditions de travail et de vie de ces enseignants des écoles privées laïques et confessionnelles sont plus dures, difficiles que les travailleurs de la zone franche. Vous imaginez un enseignant qui gagne 20 000 comme salaire. Encore au Togo, actuellement? Au Togo, 25 000, donc en dessous du SMIG. Et des enseignants à 90% qui ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc avec des contrats imaginaires signés à répétition chaque année. Et donc, ces enseignants n'ont pas un projet de vie, un projet d'avenir. Donc, face à cette situation qui complique leur situation familiale, leur avenir professionnel, SADD est interpellé depuis plusieurs années. Nous avons eu à faire des sensibilisations, à rencontrer les fondateurs et même l'administration du travail pour faire en sorte qu'il y ait une convention collective sectorielle pour réglementer un peu les conditions de travail et de vie de ces enseignants-là. Mais malheureusement, les démarches ou le processus pour arriver, n'est-ce pas, à la négociation de cette convention collective a été bloqué. Et donc, les principaux acteurs, donc c'est l'Église catholique, l'Église protestante et les fondateurs, la fédération des fondateurs des écoles privées laïques. Mais il y a une volonté. On sent qu'il y a une volonté de la part des autres. Mais le blocage, à notre avis, vient de l'Église catholique, de l'enseignement catholique. Et donc, il y a un blocage actuellement. Nous avons tenté de relancer le processus, mais ça ne marche pas parce que le directeur national de l'enseignement catholique estime qu'il doit rendre compte aux évêques et c'est sur instruction des évêques qu'il va voir s'il faut participer à cette négociation collective. Et depuis, les choses sont bloquées et nous en sommes là. Alors que très bientôt la rentrée encore. Oui. C'est vrai que nous sommes dans les périodes de vacances, mais la rentrée, elle est, quoi qu'on dise, imminente. Mais là, attention, parce que je crois que les enseignants sont plus que jamais déterminés. Ils sont en train de s'organiser. Donc moi, je pense qu'il serait bien quand même de créer le cadre pour un dialogue social. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut trouver des solutions idoines aux problèmes. Ah oui, mais puisque l'Église elle-même aussi, à travers la conférence des évêques, des fois, interpelle le gouvernement aussi à aller au dialogue avec les acteurs politiques. Donc, je ne comprendrai pas pourquoi l'Église elle-même n'accepterait pas de dialoguer avec les enseignants. Voilà. Donc, la dynamique qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est d'arriver forcément à ce dialogue social. Autrement dit, il y aura explosion. Tel que les enseignants sont acculés dans cette situation extrêmement difficile et sans issue, je crois qu'il faut faire vite. Mais y a-t-il pas risque de les remplacer aussi, les enseignants? Je crois qu'aujourd'hui, il existe quand même des cadres réglementaires en matière de législation sociale au Togo. Je pense que l'Église aussi doit faire extrêmement attention. Sinon, sur les questions de la protection sociale
des travailleurs et tous les abus dont ces enseignants ont été confrontés, s'ils advenaient à ester en justice l'Église sera fortement amendée. Donc, il faut forcément dialoguer. Je crois qu'il y aura toujours une porte de sortie. La plupart de ces enseignants sont des chrétiens catholiques et je crois que c'est négociable. Donc, autant aller en négociation. Ces enseignants, les évêques ou les prêtres sont leurs responsables ecclésiastiques. Justement, alors, donc, ils leur doivent du respect. Du respect. Et donc, nous accompagnons la dynamique. C'est parce que nous sommes convaincus qu'il y aura forcément une porte de sortie. Et donc, pourquoi pas ne pas le faire? Le dialogue social s'impose aujourd'hui. Et donc, pour régler ces questions des droits des enseignants des écoles privées laïques et confessionnelles. Ah oui, à la SADD, vous vous préoccupez également de la situation des artisans. Cependant, parlons aujourd'hui des travailleurs domestiques. Et cela meublait aussi une conférence de presse la dernière fois. Et vous demandiez à l'État togolais de ratifier la convention 189 de l'OIT, Organisation internationale du travail. Pourquoi vous pensez aussi aux travailleurs domestiques? Oui, c'est parce que au Togo, le cadre légal qui réglemente le travail des travailleurs domestiques est un peu caduque. Et donc, il faut une revalorisation socio-juridique de ce cadre. Donc, s'inspirer fondamentalement de cette convention 189 qui est la convention qui proclame un travail décent pour les travailleurs domestiques. Pourquoi ne pas la ratifier? Pourquoi ne pas s'inspirer pour que la législation nationale soit conforme à cette convention internationale qui protège les travailleurs domestiques? Pour nous, je crois que le Togo a opté pour le travail décent et donc est en train de prendre un certain nombre de dispositions pour atteindre cet objectif-là. Et donc, je crois que c'est possible. C'est pour ça que nous faisons ce plaidoyer pour que le gouvernement puisse prendre les mesures pour arriver, n'est-ce pas, à la ratification de cette convention. Et oui, mais ce que nous n'avons pas pu déceler dans vos actions, c'est que au niveau des travailleurs domestiques, le plus souvent, celles-ci, disons les jeunes filles que nous appelons communément, ce n'est pas un terme péjoratif, les bonnes, viennent des milieux ruraux. Est-ce que vous faites un travail en amont? Juste pour conscientiser ces jeunes filles avant de venir en ville pour travailler dans les maisons, dans les ménages? Bon, dans les milieux ruraux, je crois que l'accent n'est pas tellement mis sur le travail de sensibilisation, mais en ville, par rapport aux travailleurs domestiques eux-mêmes, travailleuses domestiques eux-mêmes, nous faisons beaucoup de sensibilisation, même des formations sur leurs droits économiques, socioculturels, leurs droits et devoirs en tant que travailleurs, travailleuses domestiques. Donc nous les formons sur tous ces aspects et donc je crois que c'est aussi un pas vers le changement dans le secteur, vers la protection sociale de ces derniers et donc pourquoi pas ne pas interpeller le gouvernement à prendre aussi les dispositions pour appuyer le travail que nous sommes en train de faire. Mais en réalité, est-ce que les bonnes aussi sont payées en deçà du SMIC? Bien sûr, les bonnes sont payées en deçà du SMIC. Si on veut prendre le salaire qui est payé, c'est 15 000 francs. 20 000. Majoritairement. Oui, bien sûr. 15 000, 20 000. Sauf les agences de placement n'acceptent pas en dessous de 20 000. Mais cette situation est quand même négociable dans le contexte togolais. C'est des bonnes ou des travailleurs domestiques qui sont logés, nourris, même soignés. Donc si on demande dans les ménages dans lesquels elle travaille. Oui, logés, nourris, eau, électricité, tout. Donc c'est négociable pour ne pas obliger les employeurs domestiques à payer par exemple 35 000 pendant que la personne est logée, nourrie, soignée, parfois même vêtue. Et donc sur la question de la négociation collective dans le secteur des travailleurs domestiques, je crois qu'il y a beaucoup de choses à négocier au regard du contexte. Autrement dit, si on veut appliquer intégralement la convention 189 dans le contexte togolais, ce sera un peu difficile. Mais je crois qu'il faut aller. Mais pour DDI travaille.
Bien sûr. La plateforme des organisations défendant des droits des travailleurs. Ça a commencé. Ça a commencé. Vivement que cela aboutisse pour le bien et de cette Togolaise qui travaille dans ce secteur. Vous savez, il y a d'autres secteurs également, comme les sociétés extractives de nos minerais, bien sûr, que nous prenons par exemple le MM Mining de Bangelis, quand nous prenons Wassem par exemple, c'est pour extraire le calcaire ou le clinquer, je ne sais pas. Alors, monsieur le coordonnateur, quelle est la situation dans nos minerais ou dans le secteur des mines dans notre pays aujourd'hui? Bon, je dirais c'est une situation chaotique. Chaotique en ce sens que le travail décent est complètement foulé aux pieds. Et lorsqu'on parle du travail décent, c'est un travail productif qui s'exerce dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Mais ça, nous ne le voyons pas dans les entreprises minières de notre pays. C'est ce qui explique d'ailleurs les drames que Wassem, la SNPT ont connus ces derniers temps. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces secteurs, les licenciements abusifs sont monnaie courante dans notre pays. Et rien n'est fait pour, comment dirais-je, amener ces employeurs têtus, je dirais, à se conformer. Sont-ils en territoire conquis? Comment doivent-ils se comporter comme si il n'y a pas de loi dans le pays? Certains croient être au-dessus des lois en vigueur. Oui. Et donc, il faut rappeler le cas de Springfield qui a licencié 120 travailleurs en bloc. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai la justice togolaise dans ma main. Je nourris les membres du gouvernement. Le président de la République, c'est mon fils adoptif. C'est ce qu'il a dit. Allez vous faire foutre. Alors, là, c'est ce qu'il a, il a dit. Vociféré, dit. Il a dit, et là, nous avons été scandalisés et nous avons organisé une action internationale, nationale et internationale, qui a duré 9 mois. Il a fallu l'intervention du ministre de la zone franche pour nous demander de cesser toutes les activités médiatiques pour permettre la reprise de l'entreprise et la réintégration de ces jeunes licenciés. Mais, et pourtant, ils n'ont jamais été réintégrés. Quelques-uns ont été réintégrés, licenciés aussitôt après. Et donc, certains ont refusé de rentrer parce que les conditions de travail n'ont pas changé. Ça, c'est un exemple de Springfield. À Wassem, 160 travailleurs ont été licenciés sous la filiale Paperbag. Parce que c'est un tâcheron qui les a pris, mais sous la responsabilité de Wassem. Mais d'aucuns étaient devenus des handicapés en travaillant là-bas. Bien sûr, nous avons les photos. Certains dossiers même sont à la justice actuellement que nous accompagnons. Et voilà, la justice est dans les mains donc de ces expatriés ou de ces étrangers. Oui, c'est ce qu'ils affirment. C'est ce qu'ils affirment. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les choses ont changé. Vrai? Depuis quelques années, le tribunal du travail fonctionne. Et nous avons gagné des dossiers contre ces puissants employeurs. Et c'est pour ça que nous maintenons la pression et nous irons jusqu'au bout. Et hier, dans notre conférence de presse, nous avons fait entendre que le PDG de MM Money à Bangeli sera resté en justice s'il n'accepte pas faire la conciliation au niveau de l'inspection du travail pour indemniser les travailleurs abusivement licenciés. 45. Lui aussi a abusivement licencié 45 employés. Travailleurs ont été licenciés avec le bureau, tout le bureau syndical du syndicat démocratique des mines à Bangeli le 9 février. Sans autorisation de la direction générale du travail, du ministre du Travail, des délégués syndicaux sont licenciés dans ces conditions et le tâcheron responsable de ce licenciement refuse de payer les intérêts et dommages à ces travailleurs licenciés. Et qu'est-ce que les autorités disent? Puisque voilà, le cas de Screwfield est là, le cas donc de Wassem Paperbag est là, et le cas de Bangeli vient s'en ajouter. L'inspecteur du travail de Bassar a essayé de faire entendre raison à ces tâcherons, mais il n'était pas prêt à céder. Et seulement les droits au congé ont été pour le moment payés à ces travailleurs, parce que même les droits au congé n'étaient pas payés. Ils ne sont pas déclarés à la caisse. Aucune disposition de sécurité et santé au travail. Donc, ils travaillent dans des situations, je dirais, indescriptibles. Donc, et dans notre pays, qui a opté pour le travail décent,
Donc il y a problème, et c'est pour ça que nous nous mobilisons. Et nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a un ministre du Travail qui a opté pour le travail décent. Les 2-3 dernières années... Que ce ne soit pas du vain discours. Hein? Voilà. Un ministre, certainement, qui a de l'autorité et qui peut faire tête à ses employeurs têtus. Voilà que ces employeurs disent être parrain ou père adoptif du président de la République. Oui, mais après ses propos, lui-même, il a compris qu'il avait exagéré. Et il a eu les conséquences. Et l'entreprise a presque coulé. Mais là, nous sommes obligés de reprendre ces actions d'envergure pour que le travail décent s'impose à ces entreprises minières, à la zone franche, où la situation aujourd'hui est un peu aussi chaotique, du fait que l'intervention de l'inspection du travail dans la zone est toujours problématique, alors qu'aujourd'hui, le statut de la zone franche a changé. C'est le code du travail qui s'applique aujourd'hui dans la zone franche. Mais il y a un directeur de l'emploi qui s'autoproclame, je dirais, inspecteur, parce qu'il n'a plus son titre d'inspecteur. Les autres inspecteurs ont la possibilité d'intervenir dans la zone, mais il fait blocage. Et il est devenu le conseiller principal des employeurs face aux travailleurs. Ça, nous le dénonçons. Et nous allons même lancer une pétition à cet égard. Il faut que cette situation rapidement soit régularisée dans la zone franche. Il faudra que les inspecteurs aient accès à la zone franche. Ah oui, c'est ce que le cible que des Togolais travaillent dans des industries extractives des minerais au Togo et que ces Togolais soient chosifiés, soient totalement traités comme des animaux. C'est pas voilà. Et le comité des Nations Unies, le comité des Nations Unies a engagé l'État togolais à faire en sorte que les inspecteurs du travail aient accès à la zone franche. Mais est-ce que fondamental. Vous tentez quand même de joindre les premiers responsables de ces industries? Et oui, mais c'est ce que nous sommes en train de préparer. Sur toutes ces entreprises minières, des mémos sont préparés sur la situation catastrophique dans ces entreprises-là. Et bientôt, c'est l'action de plaidoyer qui est lancée à travers ces conférences de presse. Nous allons rencontrer les premiers responsables. Nous allons discuter. Des mesures doivent être prises et pour que le chef de l'État, lui-même à Bangeli, lors de sa campagne électorale, a bien déclaré à la population de Bangeli que Rupani n'avait pas toute la capacité logistique industrielle pour exploiter le fer de Bangeli. Donc ce qui veut dire que le gouvernement va prendre des dispositions pour que d'autres investisseurs puissent faire ce travail et que ça puisse profiter à la population. C'était ce que le président de la République a déclaré. D'accord. Alors, des Togolais vont vous poser des questions tout de suite sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez maintenant l'antenne pour vos questions. N'oubliez pas aussi le réseau WhatsApp, c'est le 91 35 74 86 91 35 74 86 pour vos questions à notre invité qui est avec nous, monsieur Yves Dossou, le coordonnateur de la SADD. Le premier intervenant en ligne avec nous. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons très bien, monsieur. Ah, merci, Radio FM. Et Victoire FM. Victoire FM. Oui, monsieur Kossi. Oui. La question. Oui, moi, je salue vraiment l'intervention de votre invité. Et je voudrais simplement confirmer ces propos par rapport à ce que disent ces vadrouillards-là qui disent qu'ils ont le gouvernement en poche, ils ont tous les grands hommes du Togo en poche. Et moi-même, on m'a dit à Ouassen qu'il y a des mains, ils l'ont mis à Carfouchon sur le dos, etc. D'accord. On a eu tout ça comme propos et on fait du n'importe quoi. Alors, je voudrais effectivement demander à l'inspection du travail, vraiment, comme ils le disent, de faire tout et tout pour que cesse dans nos pays ces injustices sociales. Merci donc, monsieur. Merci donc à vous, monsieur Kossi, pour cette intervention. Monsieur Kolani? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, la question? Je vous remercie.
et je dis merci à votre radio. Et je dis félicitations à mon jeune frère là-bas. Et disons aussi merci au chef de l'État qui nous a laissé cette chance de nous exprimer pour que le peuple sache ce qui se passe. Moi, Koulani qui vous parle, j'ai travaillé à Ouassem là-bas en tant qu'entrepreneur. Et c'était l'époque de Yadema. Mais quand ils ont maltraité, je vous dis, le 25 décembre, j'ai fait plein de journées. Le 1er janvier, j'ai travaillé demi-journée. Même les Indiens étaient étonnés. Mais pourtant, les Indiens m'ont tenu l'école parce qu'ils traitaient mal, ils nous traitaient mal. Automatiquement, ça devait agir sur les ouvriers. Mais quand les enfants se sont réveillés, c'est les enfants des pères que j'ai amenés là-bas pour mettre les pavés. Tous les bétons qu'ils ont fait là-bas, c'est Koulani, hein. Le terrassement, je vous dis bien. Mais, je vous dis, l'Indien m'a tenu l'école. Les ouvriers devaient le frapper. Mais, tout de suite, on a appelé la gendarmerie, la police, ils sont venus. Heureusement, le commissaire, le CB était de Dapon. Ils m'ont dit, jeune frère, je t'en prie, ne fais pas. D'accord. Et maintenant, avez-vous... Non, je vais en finir. Oui, rapidement, puisqu'il y a d'autres également en ligne. Ah ouais, je vais finir. C'est pour dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais que ceux qui nous dirigent là, c'est un problème d'individu, hein. Le Togo nous appartient tous. Que chacun prenne ses responsabilités à tous les niveaux. C'est ce qui permettra que... Pour améliorer donc les conditions de vie et de travail de d'autres Togolais. Merci, monsieur Koulani. Bozambo, vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Ok, bonjour à notre invité. Bonjour. Ok, j'aimerais demander quelque chose. Ce que vous avez en train de dire, si ça peut continuer comme ça, avec la force du gouvernement derrière vous, je sais que ça va aller. Parce que nous, les Togolais, nous souffrons toujours. Par exemple, arrivé dans mon village natal, à Badja, il y avait 3 sociétés qui font des graviers de route là-bas. Mais aller dans cet endroit pour voir comment les gens vivent dans les misères, ils n'ont même pas déclaré les gens. Et les gens gagnent encore 25 000 francs par mois là-bas. Les gardiens de sécurité, celui qui casse le caillou, que tout le monde ne gagne rien là-bas. Donc les préfectures et les maires qui viennent accueillir leur argent et repartir. Et les routes de Badja sont tous cassées, mais ils ont goudronné avant qu'ils arrivent là-bas, mais la route est cassée. Donc on ne sait pas où on va passer pour attamer tout ça là, pour quelque chose de revenu dans notre village. Donc je voudrais vous savoir comment on va passer pour les revenus reviennent à Badja, où on va pousser les autres là pour vous donner... D'accord, ok. 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Et quelques messages également sur le réseau WhatsApp. Vraiment, face à tout cela, que dit la Caisse nationale de sécurité sociale? On va répondre à cette question également tout de suite. Ça, c'est Peter qui l'envoie. Mais il y a un autre intervenant qui est en ligne avec nous. On va le prendre. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Yao. Oui, c'est pour poser une question à votre invité, quoi. Allez-y. En ce moment, j'ai un frère qui est dans une situation que... ils ont convoqué l'affaire à la justice et puis la justice a tranché. Mais après, son employeur est parti corrompre son avocat et puis le juge, puis ils ont refusé de lui payer, quoi. Comment faire dans ce cas? D'accord. Il va répondre tout de suite par rapport à cette question. Alors, nous allons donc arrêter les coups de fil juste pour permettre à notre invité de pouvoir disposer le temps nécessaire et répondre à toutes les questions. En tout cas, vous avez suivi les uns les autres. Tout le monde pratiquement interpelle les uns les autres à jouer leur rôle. Le rôle qui est le leur afin que l'injustice sociale cesse et que les villages dans lesquels on exploite ces minerais puissent aussi être bénéficiaires ou bien jouir de tout ce qu'on exploite dans leur ressort territorial. Merci. Je crois que ça se fera. À partir du moment où les dispositions législatives sont prises, je crois que les villages, les cantons dans lesquels des minerais sont exploités, forcément vont jouir des retombées financières de ces exploitations. Le Togo a déjà pris la loi dans ce sens et le comité des Nations Unies des DESC l'a rappelé en demandant au Togo de faire tout pour que cette loi
soit appliquée, soit effective. Et donc, je crois que ça se fera. Maintenant, il revient à nous, acteurs de la société civile, de pousser, d'apporter notre contribution, d'informer régulièrement l'État sur les injustices graves dans les différents secteurs que nous avons identifiés pour que le gouvernement puisse agir. Oui. Je crois que ça se fera. C'est pour ça que je dis ça se fera. Donc, il faut... Vous avez foi? J'ai foi. Ça se fera. Et pour... le rôle que les uns et les autres doivent jouer? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de sensibiliser la population, c'est d'attirer l'attention des gouvernants, c'est de faire en sorte que les dispositions législatives qui sont prises pour protéger les citoyens dans les différents domaines soient connues. Donc, information, formation, et nous le faisons. Et donc, il revient aussi aux victimes de nous informer, d'informer les autorités compétentes, de ne pas se résigner. Est-ce que c'est possible que les victimes puissent aller rester en justice et puis vous saisir à la fois? Oui, nous avons mis en place une assistance juridique et même d'aide juridictionnelle. Donc la meilleure procédure serait de passer par d'abord. SADD, notre assistant juridique va les accompagner pour monter les dossiers, oui, mais conseiller. Monsieur Yves Dossou, c'est seulement les industries extractives qui sont très visibles, mais est-ce que dans les entreprises privées détenues également par les étrangers, où ces mêmes choses sont monnaie courante, est-ce qu'il y a possibilité? Il y a possibilité. Tout ce qui va à la contre des conditions de travail et de vie d'un travailleur est pris en compte par SADD. Que vous soyez dans une entreprise minière, dans la zone franche, dans l'enseignement privé laïque et confessionnel, dans le travail domestique, en apprentissage. Même dans les sociétés de BTP, bien sûr, détenues également par les étrangers. Bien sûr. Donc dans le commerce, tout. Donc nous sommes disposés à accueillir ces victimes, à les accompagner, à leur apporter les conseils juridiques nécessaires. Si tel est le cas, là, doit-on dire aujourd'hui que les inspecteurs du travail ont échoué dans leur mission? Non, je ne dirais pas, non, parce que nous travaillons beaucoup avec les inspecteurs du travail. Donc ils n'ont pas échoué. Mais c'est la question d'Isidore. Il y a beaucoup de questions des internautes que j'ai. Ils n'ont pas échoué, mais il y a un problème d'appui logistique et les moyens pour que les inspecteurs puissent faire leur travail. Et je crois que c'est sur cela que l'État doit se pencher pour que ces inspecteurs du travail puissent faire leur travail. Sinon, dire que ils sont dépassés ou dans l'incapacité de faire le travail, je crois que c'est les moyens qui ont manqué. Et si ces moyens sont mis à leur disposition, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a un auditeur aussi qui insiste, lui dit que faire pour aider les enseignants du collège Saint-Joseph qui peinent depuis 3 à 4 mois d'avoir leur salaire. Oui, le dialogue social s'impose. Le dialogue social est bipartite et tripartite. Dans ce cas, je crois que les enseignants, je crois qu'ils ont commencé. Ils ont commencé à échanger avec la direction. Je crois qu'ils doivent continuer. Et la solution ça va venir. Viendra. Ah oui, monsieur Yves Dossou, félicitations à votre association. Mais est-ce que vous travaillez ensemble avec le mouvement Martin Luther King? Oui, nous sommes en contact. Nous avons tenté de mener certaines actions ensemble qui n'ont pas pu se faire, mais il y a déjà le contact. On a eu à faire une émission ensemble récemment à Fréquence, Radio Fréquence. Oui, Fréquence 1 à Ave Maria, bien dit Dogomé. Donc, le contact existe. Le contact existe. Donc, qu'est-ce que la Caisse de sécurité sociale fait dans ce cas? Totalement. Quelqu'un a posé la question, c'est Peter. Oui, et je crois que la Caisse de sécurité sociale est un peu dépassée parce qu'ils n'ont pas une stratégie d'intervention qui puisse leur permettre de relever le défi qui se présente. Parce que d'abord, il faut un travail en synergie avec la direction générale du travail, avec les inspecteurs du travail. Il faut un travail en synergie. Et je crois que la réforme de la Caisse aussi s'impose. Et parce que d'ici 30 à 40 ans, notre Caisse nationale de sécurité sera déficitaire. Donc c'est une alerte. Et donc nous en sommes conscients. Le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels est conscient, a déjà
alerter l'État togolais à sur cet aspect-là, à prendre toutes les dispositions pour que ces structures soient vraiment pérennes. Merci. Voilà, Merci. donc, Merci. Monsieur Yves Dessous, merci d'être passé dans cette émission. Merci aussi à vous.